Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui fait bouger la bourse, ou plutôt ces intervenants qui font bouger la bourse. Parce qu'on a tous envie de savoir, à un moment, quand il y a un titre qui bouge beaucoup dans un sens ou dans l'autre, qui est derrière ce mouvement. Est-ce que c'est une ou deux grosses institutions, ou bien est-ce que c'est une somme de petits particuliers? Et en général, on a beaucoup de mal à avoir l'information. Et même pour les professionnels, même pour les gros hedge funds, c'est difficile parfois de savoir exactement ce qui se passe. Ils ont parfois un petit peu plus d'informations parce qu'ils apprennent que c'est un hedge fund qui sort de sa position et ce qui fait baisser le titre de 4, 5, 10%, ou bien ils vont apprendre que c'est un desk d'options qui est en train de hedger, de couvrir sa position. Donc ils ont parfois un petit peu plus d'informations, mais soyons honnêtes, dans la plupart des cas, ils ne savent pas qui réellement est derrière les mouvements de marché. Et bien sûr, du côté des particuliers, c'est encore pire, il y a encore moins d'informations disponibles. Et c'est ce qui a fait que l'affaire GameStop, entre autres, a autant attiré l'attention, c'est qu'on savait exactement qui était long du titre, qui était haussier sur le titre, qui était baissier sur le titre. Tout était sur la place publique, sur les forums de Reddit, dans les journaux, etc. Donc c'était ce qui rendait cette affaire vraiment passionnante. Et pour nous aider dans notre recherche sur ce qui fait bouger les marchés, ou plutôt qui fait bouger les marchés, j'ai trouvé ce graphique qui est très intéressant dans le Financial Times, et il nous montre la part des volumes du marché américain qui est traité par les particuliers, par les banques, par les hedge funds, etc. Alors, tout en haut, les intervenants qui font le plus de volume, là ce sont les volumes du marché américain. Je vais beaucoup parler du marché américain parce que c'est là où on a le plus d'informations, mais globalement, il se passe en Europe à peu près la même chose. Donc, tout en haut, avec environ 45% du volume, on trouve les algorithmes de trading haute fréquence, en fait, plus exactement, des teneurs de marché haute fréquence. Alors, eux, on va les mettre de côté parce que ce ne sont pas eux qui font bouger les cours. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo ou dans plusieurs vidéos sur le courtier américain Robinhood, quand un particulier achète ou vend des actions, en tout cas avec certains brokers aux États-Unis, son ordre va être revendu à l'un de ces market makers. Alors ça peut être Citadel, ça peut être Two Sigma, Virtu, etc., qui va prendre une toute petite marge. Et en fait, ces intervenants, ils sont en permanence à l'achat et à la vente de quasiment tous les titres pour profiter de toutes petites inefficiences. Donc c'est bien sûr normal qu'ils aient la plus grosse part du marché, mais comme ils jouent vraiment quelques cents, enfin vraiment des micro-inefficiences, ce ne sont pas eux qui vont faire décaler les titres de plusieurs pourcents. Non, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que les particuliers sont maintenant à la deuxième place des volumes. Et c'est ça qui est surprenant parce que les particuliers américains soient parmi les premiers actionnaires, d'accord, mais ici on parle de volume, c'est-à-dire qu'ils font aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de transactions, beaucoup d'achats et de reventes à court terme. Ensuite, en troisième position, on trouve les hedge funds quantitatifs, donc ceux qui utilisent des algorithmes de trading, ce qui est normal, puisqu'ils gardent souvent leur position très peu de temps, donc leurs volumes sont énormes. Ensuite, on trouve les autres hedge funds, les desks de trading de banques, qui ont faibli par rapport à leur position il y a quelques années pour des raisons réglementaires, et puis les fonds plus traditionnels. À nouveau, comme on parle de volume, c'est normal, parce que les fonds plus traditionnels vont garder leur position souvent plusieurs années, donc même s'ils ont un gros poids en tant qu'actionnaires, en tant que stock, quand on regarde les flux, ils sont forcément tout petits parce qu'ils font beaucoup moins de transactions. Et les particuliers se sont donc mis, comme vous le savez probablement, à massivement traiter sur les marchés en 2020, à cause ou grâce à la crise du Covid. Et on sait aussi, avec un an de recul, que c'est pas juste une petite lubie limitée aux périodes de confinement, c'est quelque chose qui est là pour durer et c'est donc une très bonne chose. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que maintenant les particuliers ont un vrai impact sur les cours de bourse et pas uniquement sur quelques petites valeurs comme on a tendance à le penser. Voilà maintenant les volumes américains en nombre de titres échangés et on voit qu'on est vraiment sur des niveaux records. Il y a vraiment, donc non seulement les particuliers sont maintenant en deuxième place, voire même dirais si on met de côté les market makers haute fréquence, ils sont maintenant en première place des transactions, mais on est aussi sur des volumes de transactions qui sont records. Et les statistiques que je vous mets maintenant à l'écran, elles sont vraiment passionnantes. Elles représentent les achats nets des particuliers par thème d'investissement. Alors je vais distinguer trois périodes. La première période, ça va être l'avant-Covid. Et on avait deux thèmes chez les particuliers. Le premier thème est de loin, la ligne bleue, ce sont les achats d'ETF, donc les trackers qui suivent les indices. Alors on le sait, depuis longtemps, il y a beaucoup de partisans, et je trouve que c'est une très bonne chose, chez les particuliers de gestion passive, donc qui vont investir globalement dans les plus gros indices
de la planète. Et il y a aussi une deuxième tendance chez beaucoup de particuliers qui a très bien marché jusqu'ici, qui est très bien, qui est d'investir dans les valeurs de croissance. Donc on sait que les particuliers, tout comme les investisseurs institutionnels d'ailleurs, sont très friands des valeurs de croissance, les Alphabet, Amazon, Facebook, Apple, etc. Et c'est un type de stratégie qui marche très bien depuis plusieurs années. C'est la courbe verte donc sur le graphique. Passons maintenant à la deuxième période qui est l'arrivée du Covid et notamment la vague de mars-avril 2020. Alors les particuliers ont bien vu l'opportunité et se sont mis à la fois à acheter des ETF pour profiter de la baisse des indices, à acheter des valeurs de croissance puisqu'ils retrouvaient des cours qu'ils n'avaient pas vus depuis un moment sur les belles valeurs que je vous ai citées précédemment, et ils en ont profité aussi pour acheter les valeurs liées au tourisme, que ce soit les compagnies aériennes, les hôtels, etc., en bleu clair, parce que c'était les valeurs qui avaient le plus baissé. Et donc on voit ici que ce sont des particuliers qui sont sur les marchés depuis longtemps, avec les mêmes thèmes, avec les mêmes réflexes. Et à ce moment-là, donc je parle vraiment de mars-avril 2020, les nouveaux traders Covid n'ont même pas encore eu le temps d'ouvrir un compte. La plupart ont fait leur demande, mais ça prend plusieurs mois. Les brokers à cette époque étaient complètement surchargés. Et c'est pour ça qu'on voit avec plusieurs mois de retard cette troisième période, on va dire, qui est plutôt sur la fin d'année 2020, avec cette fois-ci les nouveaux arrivants qui ont pu ouvrir leur compte et commencer leurs achats. Alors on voit que les thèmes précédents sont toujours là, c'est aussi que les particuliers qui traitaient sur ces thèmes précédents sont toujours là, il y a toujours des achats d'ETF, des achats de valeurs de croissance, etc. Mais il y a des nouveaux thèmes qui émergent, notamment le thème de l'ESG, tout ce qui est environnement et social qui explose avec la courbe rose, et puis un petit peu plus tard, les achats liés à des discussions sur les réseaux sociaux, notamment Reddit, donc ce sont donc tout ce qui tournait autour de GameStop, dont j'ai parlé un petit peu en début de vidéo. Alors c'est toujours difficile de mettre les investisseurs, les traders dans des cases, mais on voit quand même qu'il y a deux catégories. On voit qu'il y a les particuliers qui sont en bourse depuis un moment, avec certaines stratégies qui sont assez classiques et puis inchangées, et puis les nouveaux venus de 2020. Et un des moyens d'avoir plus d'informations sur ces deux catégories, c'est de comparer des données venant des courtiers en ligne classiques, donc qui vont être plutôt utilisés par les particuliers qui sont en bourse depuis longtemps, et puis ceux qui utilisent l'application Robinhood, vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc avec ces traders Covid beaucoup plus agressifs, avec des tout petits portefeuilles, mais qui utilisent beaucoup le trading sur marge pour prendre beaucoup d'effets de levier, beaucoup de risques. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les FAQ, les questions les plus posées, et c'est là où on voit vraiment un fossé entre ces deux types d'investisseurs. Donc à droite sur votre écran, on a les questions posées chez les courtiers classiques. Alors on voit il y a assez peu de questions, il y a à peu près une question pour 1000 visites, avec des questions plutôt techniques sur les splits, les ETF ou bien les options. Et puis à gauche, ça va être cette fois-ci les questions les plus fréquentes chez Robinhood. Donc cette fois-ci, on est à plus de 6 questions par 1000 visites, donc on voit 6 fois plus de questions. Et puis avec des questions vraiment quand même très très basiques, comme qu'est-ce que le marché action, ou bien qu'est-ce que le Dow Jones, ou bien qu'est-ce que le S&P 500. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout aux États-Unis, parce qu'on le sait, aux États-Unis, la bourse, elle fait partie du paysage, donc la plupart des Américains connaissent au moins le Dow Jones ou bien le S&P 500. Donc on peut quand même dire, surtout avec les standards américains, que ce sont des particuliers qui n'ont aucune culture financière. Et attention, c'est pas du tout une critique de ma part, au contraire, je trouve ça vraiment très bien que beaucoup de particuliers découvrent la bourse à l'occasion du Covid. Alors, quel est l'impact long terme de ces nouveaux arrivants sur les marchés ? Déjà, je pense qu'on va constater de plus en plus de mouvements violents, notamment sur les small caps, en fonction de leur cote du moment. Parce que tout le monde va s'intéresser à une petite entreprise pendant 2 mois, parce qu'elle sera par exemple au cœur de l'actualité, puis elle va être délaissée, et puis on va repasser à une autre, etc. etc. Et puis on le voit même sur le marché français, avec les quelques comptes que je suis par exemple sur Twitter, on voit que les modes, elles changent, et que tout le monde va être sur une valeur pendant 2-3 mois. En général, celle qui a bien progressé précédemment, tout le monde va s'exciter un petit peu dessus, puis passer à la suivante, etc., etc. Ensuite, je pense qu'on va avoir des valeurs qui vont rester déconnectées plus longtemps de leurs fondamentaux. On l'a vu bien sûr avec toutes ces valeurs Reddit aux États-Unis, puisque les Covid traders suivent les valeurs. Ce sont des gens qui s'intéressent beaucoup, dans le sens qu'ils passent beaucoup de temps sur leurs écrans à s'intéresser aux entreprises, mais ils ne regardent pas du tout les fondamentaux de l'entreprise. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que ce sont des entreprises hype ou non, est-ce qu'elles sont beaucoup suivies, et puis voilà, avec beaucoup d'émotionnel impliqué, mais en tout cas les fondamentaux ne font pas partie des premières recherches qu'ils vont faire sur une entreprise. Et on le sait, ce qui va vraiment
influer, ce sont les réseaux sociaux. L'influence est déjà importante maintenant, mais c'est une influence qui va encore augmenter. Je pense qu'on aura encore quelques affaires de type GameStop avec des manipulations de cours. Je pense que ça ne va pas se limiter aux États-Unis, je pense qu'on va en avoir aussi en Europe, et puis que ça va obliger les autorités à réglementer donc, soit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, soit la manière d'investir en bourse. Et moi, la partie qui m'intéresse, c'est ce que vont faire les investisseurs professionnels, notamment les hedge funds. Je pense qu'ils vont continuer à utiliser de plus en plus non seulement les tweets des comptes avec du poids, ce qu'ils font depuis longtemps, des comptes comme ceux de Trump ou bien d'Elon Musk, mais ils vont de plus en plus utiliser le sentiment général qui se dégage des milliers de tweets publiés. Je dis tweets, mais en fait c'est valable pour l'ensemble des réseaux sociaux. Si je prends uniquement des chiffres de 2017, donc qui commencent à dater, il y avait déjà 27% des hedge funds qui utilisaient les données des réseaux. En 2021, je pense que ce chiffre a explosé. Alors si vous êtes intéressé donc, par les données utilisées par les hedge funds, j'avais déjà fait une vidéo sur ces fameuses données alternatives. Ça va des images satellites aux données de cartes de crédit. Dans une vidéo qui s'appelait « Peut-on prévoir le futur en bourse ?» et je vais vous mettre le lien sur l'écran de fin de cette vidéo. Voilà, donc je trouve ça vraiment passionnant ce qui est en train de se passer, à quel point les particuliers vont prendre le pouvoir sur la bourse. Est-ce que ça va rester cantonné aux petites valeurs ou est-ce que ça va être beaucoup plus sur l'évolution des indices en général? Ça, c'est ce qu'on va apprendre dans les prochains mois. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce que vous pensez de l'impact de cette vague de particuliers qui a débarqué en bourse, justement que vous fassiez partie de ces nouveaux Covid traders qui ont découvert la bourse depuis mars-avril 2020, ou bien que vous soyez un vétéran qui investit en bourse depuis des années avec de grosses connaissances sur les marchés, que vous fassiez partie de l'une ou l'autre de ces catégories, ou bien des deux, ou bien d'aucune des deux. Mettez-moi votre point de vue en commentaire, ça m'intéresse énormément. Je vous rappelle donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo sur Peut-on prévoir le futur en bourse, où je parle de ces données alternatives, donc qui sont ni des données d'analyse technique, ni des données fondamentales, mais qui sont surveillées de près par les hedge funds et qui permettent d'avoir un avantage compétitif parce que ça permet de découvrir les nouvelles tendances en avance. Voilà. Moi, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à partager si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.